Bonjour et bienvenue dans Market Selling. Ici, pas de poncif sur le storytelling ou le personal branding. Pas de conseils non plus pour créer la prochaine licorne, mais du vrai et du concret. Je suis Christophe Marguéry, créateur du Market Selling, une méthode née de ce que j'ai vécu, construit et parfois planté. Dans ce podcast, je vous partage mes quelques décennies d'expérience, mes recherches et réflexions qui m'ont permis de construire cette méthode avec comme adage, pour vendre, il ne faut pas vendre, il faut inciter à acheter. De la vente de costumes au sentier, mon travail pour des éditeurs de jeux vidéo en passant par la mise en place des premières bornes de satisfaction en France, j'ai créé des entreprises, j'en ai repris et j'en ai, une fois encore, aussi planté. Aujourd'hui, je me consacre à développer mon courant de pensée qu'est le market selling. Tout cela entre succès, déception, fun et surtout de très belles rencontres. À chaque épisode, je vais aborder des sujets très variés sur la vente, le marketing, l'IA, les neurosciences et tout ce qui me passionne. Et parce que la vérité ne se trouve pas dans les théories, je vais interroger des femmes et des hommes de la vraie vie. Des professionnels qui vivent les transformations de leur métier et ont accepté d'en parler avec sincérité. Alors si cette philosophie vous embarque, décollons tout de suite avec ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu différent car je vous partage l'audio de la table ronde que j'ai eu le plaisir d'animer lors du salon Shop C'est Brand, porte de Versailles, le 25 mars dernier. Le thème passionnant en était réindustrialisation, relocalisation quand le marketing des derniers mètres se fabrique à quelques kilomètres. Mes invités étaient pour répondre à cette réflexion Audrey Boin-Emendiger, directrice commerciale de Fapec, un agenceur de magasins basé dans l'Eure-et-Loir. Il y avait également Frédéric Corbeau, qui lui est PDG de SmilePack, packaging sur mesure en ligne. Ils sont situés à Saint-Marcelin dans l'Isère. François Dunph, qui est fondateur de Bonjour François, spécialisé dans la création textile pour la communication des marques. Eux sont situés dans le Doubs. Et enfin, Xavier Pérez, directeur marketing et commercial d'Exaprint, une imprimerie pour les professionnels que l'on retrouve dans l'Hérault. Et oui, tous sont bien en France. Alors, je vous laisse avec le live pour écouter ces intervenants de qualité et passionnants. Nous sommes partis pour cette table ronde avec un sujet ô combien d'actualité, mais surtout passionnant, que l'on a nommé donc la réindustrialisation et puis la relocalisation, quand le marketing des derniers mètres se fabrique à quelques kilomètres. Et ce que je tiens vraiment à noter, c'est que la vraie question, c'est comment maintenir et développer nos industries en France dans un marché ultra concurrentiel qui est mondial, international, que l'on qualifie souvent asiatique, mais ça va au-delà de cette notion focalisée. C'est vraiment une compétition mondiale. Et nous, aujourd'hui, les intervenants que je vais vous présenter sont donc des acteurs français qui sont en place en France et qui ont choisi de produire en France. Et on va voir comment aujourd'hui on peut rester en France, comment on peut surtout créer en France aussi, parce que c'est important. Et la clé de cette discussion, nous l'avons un peu formée et je vous la présenterai à la fin. Restez à la fin, vous allez voir que vous qui êtes client de ces entreprises, vous êtes partie prenante dans cette réindustrialisation et cette relocalisation. Je vais donc passer aux présentations avec Audrey Boin-Emendiger. J'ai essayé de le faire avec un accent, mais ça n'a aucun intérêt. Je tutoie, tu es directrice donc commerciale de Fapec. Exactement. Très bien, on viendra effectivement quand je te passerai la parole. Vous faites de l'aménagement principalement de magasins et de la PLV pérenne. Hein, c'est bien exprimé comme ça. C'est ça. À ta droite, nous avons François Dunph. Je n'y arriverai jamais. Hein, François Dunph. Parfait. Qui est le fondateur de Bonjour François. Et François, toi, tu as même pas relocalisé, lancé la capacité de produire du textile en France. Bonjour, oui, exactement. Voilà, on a ouvert une usine entre Belfort et Montbéliard, en Franche-Comté. Et là, on va recommencer à faire de la production française, du circuit court. Très bien. Eh bien, tu vas nous présenter ça avec les différentes questions. Frédéric Corbeau, qui est à ma droite, qui est le PDG de SmilePack. Là, on est dans du digital, mais on est aussi dans du physique, puisqu'on parle de packaging sur mesure. C'est bien cela ? C'est bien cela, oui. SmilePack, c'est un vendeur en ligne et fabricant, concepteur de packaging et de PLV 100% carton, 100% personnalisé, 100% sur mesure. Parfait. Et je vais terminer donc avec Xavier Pérez, qui est le directeur marketing et commercial de Exaprint, structure d'impression principalement. C'est ça. C'est tout ce qui s'imprime.
Donc on représente les 4 coins de la France parce que nous on est localisé en Occitanie à Montpellier, donc on a une bonne représentation géographique. Donc nous on est Exaprint, on est un des premiers web to printers français de tout ce qui est production d'impression, papier et puis sur tous les types de supports. D'accord. Donc on est bien en France et partout. Je vais commencer avec Audrey parce que ce qui est important, c'est que l'entreprise elle est implantée depuis longtemps et depuis 60 ans. 60 ans. Il y en a pas tant que ça déjà. Dans votre marché, je ne sais pas, mais même si on prend au global, c'est pas si fréquent. Et on va commencer avec tout de suite les défis majeurs parce que là on parle pas de relocalisation, on parle de rester en France, parce que exactement. on l'a pas mis dans le titre, mais pour moi c'est un élément fort que de savoir comment rester en France. Alors déjà sur cette vie de l'entreprise, quels ont été les défis majeurs sur ce sujet? Pour rester en France, il faut rester compétitif, voilà. Donc c'est vraiment la clé puisque on sait tous en France que on a une fiscalité et une masse salariale, voilà, qui est importante. Donc ça c'est ce qu'on va appeler nos coûts fixes. Après, va falloir jouer sur rationaliser les autres coûts. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui va être automatisation. Nous, on a vraiment, année après année, en fait, une grosse part de notre bénéfice qui est réinvesti dans tout ce qui est automatisation. Il faut absolument gagner, en coût de productivité et tout ce qui peut être automatisé l'est. On a après toute la partie également de tout ce qui va être la masse salariale, mais tout ce qui va être emballage, montage, ça ce sont des coûts répétitifs, mais qu'il faut aussi cadencer pour minimiser en fait cet impact. Et enfin, nous, ça fait 60 ans qu'on est en France et qu'on a toujours été sur un seul et même site. Ça, c'est un atout majeur puisqu'aujourd'hui, en fait, on fabrique des PLV en multimatériaux, c'est-à-dire qu'on a en fait les 5 ateliers présents dans une seule et même rue, qui se situe donc à Illiers-Combray. Et donc, on a sur le même site, en fait, l'atelier de métal, la menuiserie, tout ce qui va être chaîne de peinture, époxy, atelier de laquage et le montage. Ce qui permet, en fait, aux pièces de graviter, en fait, d'un atelier à un autre. Et chaque pièce, en fait, va passer de 100 mètres d'un côté à 100 mètres de l'autre pour atteindre son point définitif qui va être l'assemblage. Et en fait, avec toutes ces optimisations, on arrive en fait à rester compétitif et à pouvoir répondre à des marchés européens, internationaux. C'est intéressant parce que quand j'entends ce que tu dis, j'ai l'impression que ce sont les Chinois qui vous ont copié. Parce que quand on va en Chine et qu'on fabrique un produit, je vais prendre je parle un tout petit peu de moi, pardon, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Parlez-moi de moi, il y a que ça qui m'intéresse. L'idée, c'est qu'en Chine, quand vous voulez faire des luminaires, eh bien, il y a une ville entière qui fait. Tous ceux qui sont dans cette ville-là ne travaillent que pour de le luminaire. Le gars qui fait de l'aluminium, il fait pas de fenêtre, il fait l'aluminium pour les luminaires. Et vous, finalement, vous avez réuni l'ensemble des composants autour de vous. Exactement. Et ça, c'est ce qui fait votre force et votre socle finalement. Ouais. Donc vous avez créé un socle qui aujourd'hui vous permet de réduire sûrement les coûts. On va revenir sur tous ces sujets-là, mais c'est cette création du socle et c'est depuis le début. Ça a été comme ça ou c'est l'évolution de l'entreprise qui a fait ça? Ça a toujours été là. L'atelier historique à Illiers-Combray, on avait une petite métallerie et après on s'est agrandi comme ça avec la menuiserie, les différents autres secteurs pour offrir effectivement aussi un package global, un clé en main. Et c'est ce qui plaît aujourd'hui aux clients, d'avoir vraiment une solution en fait finalisée, simplifiée et surtout une seule tête de pipe, j'ai envie de dire un seul interlocuteur. Un seul point d'entrée en fait. Un seul point d'entrée. Très bien. Ouais. Ça c'est intéressant parce que du coup là on voit comment cette méthodologie vous permet de rester. On va voir après la compétitivité et puis tous les avantages. Je me retourne Xavier vers toi parce que toi c'est un petit peu différent, c'est que maintenant tu es dans un groupe. C'est ça. Et, tout à fait. Et je me posais la question, est-ce que ce groupe, comment on fait pour, là encore, en étant français, rester dans un groupe, parce que le groupe est lui-même quelque part peut-être concurrent, il a des structures ailleurs et il pourrait être concurrent. Comment ça fonctionne alors? Absolument. Bon, Exaprint, donc nous on est localisé à Montpellier, dans le sud de la France. Donc on a commencé notre aventure il y a 25 ans déjà, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, je crois 8 ans à peu près, notre capital a été racheté par un groupe international. Donc qui dit groupe international dit capacité de production et clientèle partout en Europe et sur d'autres marchés. Donc on aurait pu penser que effectivement il y avait un risque de délocalisation, c'est toujours possible.
sachant que nous, on est dans l'impression, donc c'est l'industrie qui a beaucoup de technologie, mais malgré tout, c'est l'industrie qui est quand même pas à la pointe. Ça fait quand même plusieurs siècles que l'impression ça existe. On est sur du matériel qui est pas périssable, donc on peut aussi facilement le stocker, le transporter. Il n'y a pas de notion de dangerosité, il n'y a pas de notion de technologie cachée, secrète. Mais on a réussi à maintenir la production en France et à continuer à la développer. On continue d'investir et c'est des gros investissements parce que l'impression, malgré tout, c'est des millions d'euros d'investissement de matériel pour rester à la pointe. Je crois pour nous, il y a deux raisons principales qui ont manifesté notre volonté, notre capacité de rester à produire et être présent sur le marché français qu'on sert. La première, je crois que tu l'as dit, c'est quand même de rester à la pointe en termes de productivité. Ça, c'est hyper important. Productivité, efficacité. Alors effectivement, le coût du travail, ça peut être assez élevé en France, hein, ça peut être cher. Mais inversement, on bénéficie d'une éducation, d'une formation de nos collaborateurs qui est excellente, sur laquelle il faut savoir capitaliser, avoir des collaborateurs qui sont formés par rapport aux technologies, par rapport aux services clients, qui sont proches de leurs clients et qui sont capables d'amener une valeur ajoutée que vous n'aurez peut-être pas dans un pays plus lointain. Donc ça, c'est un élément important. Capitaliser sur nos forces, sur les personnes qu'on a. Et puis, je crois que l'autre élément pour nous qui est important, c'est jouer la carte de la proximité. Donc la proximité, typiquement une de nos capacités, c'est d'être capable de prendre une commande et de livrer le lendemain. Donc en moins de 24 heures, de livrer sur le marché français. Ça, c'est un élément important. Quand vous le produisez en France, vous pouvez livrer en France. Au-delà de l'impact RSE, vous avez cette proximité pour servir vos clients rapidement, être capable de répondre à leurs besoins, leurs demandes, quelles qu'elles soient, très rapidement. On a aussi un gros axe de développement chez nous, c'est ce qu'on appelle le sur-mesure, où des clients nous demandent des fois de monter des solutions logistiques particulières, pas seulement produire de la matière, mais être capable de les conditionner, de les livrer de manière particulière, de les palettiser. Donc ça aussi, c'est parce que vous êtes proche de vos clients finaux que vous êtes capable de les servir de cette manière-là. Donc ça fait partie un peu des forces qu'on a, où cette proximité et cette capacité à rester productif nous permet de rester concurrentiel sur un marché qui reste difficile effectivement. Oui, parce que surtout dans le monde de l'impression et pour qui l'utilise, on entend bien que un tel est moins cher dans l'autre pays, etc. Et on va revenir justement sur l'attrait de travailler local. Mais pour finir le tour de table là de cette notion, François, je voudrais voir avec toi parce que là on a vu deux entités, 25 ans, 60 ans. Toi, c'est hier que tu es arrivé. Donc aujourd'hui, t'as pas été en train de te battre pour rester, mais tu t'es sûrement déjà battu pour essayer d'arriver. Et surtout, est-ce que c'est pas un peu complètement barjot de faire ça, parce que quand tout le monde s'en va, toi t'arrives et tu dis tiens, je vais pouvoir faire ce qu'on ne fait plus en France, parce qu'on sait que t'es dans le textile. Clairement. Aujourd'hui, monter un centre de production en France, c'est du risque. Tout à l'heure, j'ai entendu de l'innovation. Il faut de l'innovation quand on fait du Made in France. Absolument. J'ai entendu agilité aussi. Ça, c'est les premières caractéristiques qu'il faut pour monter une boîte en France, pour monter une usine en France, et surtout pour monter quelque chose de pérenne. Moi, ma force, c'est justement que j'ai pas toute cette expérience. J'ai pas vécu de délocalisation. Donc, du coup, je vais voir le problème différemment. Ce problème, qui n'en est pas un, je me suis dit, avant de monter ce centre de production, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et en fait, au tout début, je me suis dit, il faut surtout pas que tu fasses la même chose que ce qui existe déjà en Asie. Sinon, ça sert à rien. Les Asiatiques, ils sont les meilleurs. Les Indiens, ce sont les meilleurs. Les Pakistanais. Donc en fait, l'idée, c'est de s'inspirer. Pour une fois que c'est l'Europe qui s'inspire de ces pays-là, il faut surtout pas justement s'en priver. Moi, j'ai vu des choses en Inde, j'ai vu des choses en Chine. Franchement, j'ai eu un avis ensuite complètement différent. Je me suis dit, mais pourquoi on n'y arrive pas, nous, en France, en mettant de l'automatisation, en mettant de l'agilité, en se retroussant les manches, très clairement, et en y allant justement avec une mentalité, pas une mentalité justement qui a vécu une délocalisation, mais en fonçant, en regardant pas dans le rétro, en regardant devant, et en se disant, tiens, est-ce que je mettrais pas plutôt la transparence, la traçabilité, le circuit court, le savoir-faire, et le côté social en avant, au lieu de mettre en avant un prix. On peut pas mettre un prix en France en avant. Le SMIC, c'est un des plus hauts d'Europe. On a des lois et des règles sociales qui sont impossibles justement à contourner. Donc, faut faire avec ce qu'on a. Et on a fait ce qu'on a. On a fait avec ce qu'on a. Donc, c'est vrai que il fallait voir le problème différemment. Mais au final, quand on regarde, c'est pas un problème.
C'est une opportunité. Il faut juste se rendre compte justement de ce qu'on doit mettre en place, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit pas faire, d'avoir de la motivation. Alors, entreprendre, c'est aussi des fois des sourires, hein, des fois des pleurs, hein, très clairement. Mais il faut voir le problème d'un angle différent. Aujourd'hui, si on veut relocaliser, il faut rééduquer. On doit expliquer à nos clients ce que c'est de l'origine française. On doit expliquer à nos clients ce que c'est une origine européenne. On doit repartir de zéro, mais surtout pas comme avant. C'est-à-dire qu'on doit avoir une méthodologie, des idées et surtout une pédagogie. On va revenir sur ça et je voudrais finir le tour de table avec Frédéric parce que là encore un cas un peu différent parce que finalement tu rachètes une entreprise mais pour faire quelque chose d'autre, on parle de Smile Pack aujourd'hui ou du packaging, c'était pas l'origine de ce que vous avez repris et c'est quelque part c'est pareil, c'est une notion d'innovation et de démarrage en fait. Alors tout ce qui a été dit je vais confirmer et je vais pas les répéter. Je vais peut-être me focaliser sur un point qui pour moi a même été le maître mot de notre projet d'origine, puisqu'en fait ferrailler au cœur et dans l'ADN de notre valeur, c'était un engagement politique. On disait on ne peut pas se plaindre si nous-mêmes on n'apporte pas notre pierre à l'édifice. Et en ce sens, l'idée c'était de dire produire en France, ça veut dire recruter, former. Grâce à tout ça, la société avec un grand S va évoluer. Les collaborateurs vont pouvoir financer les études de leurs enfants et on sera dans un cercle vertueux. Et c'est notre part, notre toute petite part. Mais elle est importante et effectivement il faut prévoir de l'innovation, il faut prévoir de l'agilité et c'est je dirais intrinsèque parce que de toute façon si on n'a pas ça on meurt tout de suite, on explose en vol. En revanche si on a quelque chose de plus grand qui nous drive, à ce moment-là la stratégie et les décisions d'entreprise elles en sont facilitées. Elles prennent du sens. Elles prennent du sens pour nous. Elles prennent du sens pour les collaborateurs. Et ça transpire chez les clients qui comprennent le sens de ce que l'on fait et qui adhèrent. On embarque avec nous les fournisseurs. On échange de manière sereine avec les confrères. On n'est pas dans une guerre de prix. On est dans une réflexion globale. Donc finalement, tout ça est très vertueux. Oui, et c'est intéressant là de voir donc quatre sujets, quatre méthodes différentes. Et ce que je viens déjà d'entendre, on pourrait pas conclure parce que c'est dommage, on a encore plein de trucs à dire, mais on pourrait déjà dire une chose, c'est que l'humain est au centre de tout ce que vous avez dit. Tu parlais de garder les forces vives qu'on a dans l'entreprise, tu as parlé de formation, toi aussi 60 ans on a des gens qui sont là et tu parlais en plus toi de métier, vous avez plein de corps de métier, donc forcément c'est de la fabrication et c'est du savoir, donc on a déjà cette notion là. Après il a été dit une seconde chose et Audrey je vais te poser cette question, vous avez tous parlé du prix. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le prix ne peut pas être le même qu'à l'étranger? Est-ce que c'est encore c'est une idée reçue où on a quand même un problème de prix et du coup, on va voir ensemble si c'est le cas, comment vous passez outre ou s'il n'y a pas de problème, bah, tant mieux, c'est du service. Donc, qu'est-ce que tu peux répondre à cette notion? Alors, le problème du prix, c'est un problème, en fait, ça ne l'est pas parce que aujourd'hui, comme on disait, on a nos impondérables. On est d'accord là-dessus, mais au-delà du prix aujourd'hui, ce que cherche le client, c'est un global, et il cherche surtout un partenariat. C'est ce que vous avez déjà dit. C'est au-delà du service, c'est le service, c'est l'accompagnement du client. Nous aujourd'hui, en fait, ils savent que on a un prix qui est certes plus haut que si vous allez chercher un prix en Pologne ou en Roumanie, du prix pour du prix, mais qu'aujourd'hui, nous, on va les accompagner au niveau de la qualité, au niveau du service rendu, de la réactivité. On a des exemples concrets dernièrement, il y a eu pas mal d'intempéries. Comme tu disais, Xavier, on est capable de mettre des pièces dans le camion et de livrer 24 heures après à un magasin qui a été inondé. Et ça, si vous achetez certains produits à l'autre bout du monde, c'est impossible. Ouais. Voilà. Ouais, c'est compliqué ou ça coûte très cher. Du coup. Voilà. Donc il faut que le client il ait ce package global et à partir du moment où on arrive à travailler en toute confiance, c'est au-delà de ça en fait. Le prix ça devient annexe. C'est vraiment c'est la transparence, c'est le service qualité comme certains en ont fait un slogan. Mais on travaille là-dessus, on travaille dans la bonne entente
Et voilà. Et c'est ça qui fait que qu'on est toujours là et qu'à un moment donné, quand il faut trancher, les gens avec qui on travaille depuis longtemps savent que effectivement, voilà, il y a le prix de départ, mais il y a tout le service et tout ce qui va aller derrière. Et en fait, on file dans la brèche et on est choisi pour ça. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est déjà, alors, la notion du prix, mais ce vers quoi tu te diriges, là, c'est cette relation client-fournisseur, dont on va parler plus précisément. Mais avant, je voudrais poser une question à Xavier. Quand on a préparé, tu m'as dit une chose qui m'a bien intéressé dans le terme. Moi, j'aime bien les mots. Et tu m'as dit, il y a des coûts cachés pour le client qui achète à l'étranger. Ah oui, c'est l'évidence. Je pense que surtout en B2B, le prix que vous voyez sur un site internet, c'est jamais le prix complet que vous avez à payer. Il y a inévitablement, plus vous allez loin, plus vous augmentez la taille de votre chaîne logistique, plus vous prenez des risques ou sur la qualité ou sur le transport. Enfin, imaginez, nous on est dans l'impression, vous avez un salon comme Cbrand aujourd'hui, vous avez prévu de distribuer des plaquettes à vos clients. Vous n'êtes pas livré le jour J, vous avez commandé à des milliers de kilomètres, c'est raté. Donc le coût d'opportunité, pour un exemple tout bête, il est énorme. Donc oui, il y a plus que le coût en tant que tel. Alors vous pouvez trouver des solutions de contournement, vous pouvez surproduire, vous pouvez surstocker, mais là vous posez un autre problème au niveau du prix. Finalement, vous ne faites pas une véritable économie. Et ça, c'est que en parlant du prix facial d'un produit que vous allez commander. Donc il y a les autres coûts qu'on peut imaginer. Si on parle un coût juridique, si vous êtes encore une fois dans du B2B, vous êtes ça arrive d'avoir des litiges avec des clients. Vous êtes avec un fournisseur français, vous êtes sur le même terrain légal, vous êtes sur les mêmes types de problématiques. Vous pouvez plus facilement quand même trouver des solutions par rapport à des problématiques qui peuvent se poser. Donc ça aussi, ça fait partie de l'équation. Quand vous êtes un professionnel, le coût des litiges, le coût de la discussion avec un fournisseur avec qui vous entendez pas, de faire des réclamations, c'est un coût important aussi. Il est pas visible sur le prix facial, mais vous le payez. Et c'est sans parler, je pense que ça a été cité par toi tout à l'heure, Audrey, il y a aussi un coût de réputation. Enfin, de plus en plus, nos clients nous parlent RSE. C'est produit comment vos produits? Dans quelles conditions? Que ça soit écologique, que ça soit social? Avec de quelle manière? Vous travaillez avec un fournisseur à l'étranger, le coût de réputation, si tout à coup vous vous rendez compte que votre fournisseur vous a pas dit la vérité exacte sur les conditions sociales des travailleurs, les conditions écologiques, c'est un coût aussi important. Donc tous ces coûts-là, vous les voyez pas immédiatement quand vous êtes sur Internet, mais quand vous êtes une entreprise, sur le long terme, ça peut vous chiffrer beaucoup plus que l'économie initiale que vous avez fait à l'achat. Oui, et d'ailleurs c'est marrant parce que ce qu'on est en train de dire là, on le vit alors pas dans notre industrie là aujourd'hui, mais tous ceux qui aujourd'hui ont la chance d'envoyer des choses aux États-Unis avec un Trump qui augmente ses taxes. Si ça nous arrivait nous d'augmenter, que l'État décide d'augmenter les taxes de tous les imports, forcément celui qui a décidé d'acheter à l'étranger tout à coup se verrait dans une situation critique. Il y a eu très très longtemps, je fabriquais des mugs, je ne savais pas qu'il y avait 37% de taux de douane sur le mug, vous imaginez ma marge. Donc c'est aussi un risque qui est, quand on fait notre bon vieux tableau des risques et autres, qu'on ne maîtrise pas quand on est un acheteur. Et c'est là où on voit que cette terminologie là que l'on a là sur la réindustrialisation, elle se rapproche aussi des achats intelligents, des achats mesurés, des achats pragmatiques finalement. Ça revient à ça. Et Frédéric, je voudrais poser une question parce que là aussi j'utilise tout ce que l'on s'est dit parce que j'ai entendu tellement de choses intéressantes. Tu m'as dit que tu avais un inversement de paradigme sur cette notion de dire que tu t'étais adapté. Et que c'est ça aussi qui fait que tu peux rester en France, c'est cette adaptation que tu as mise en place en fait. Je crois que quand on essaye de travailler au service des clients, on découvre dans certaines industries que depuis toujours les clients ont accepté les contraintes imposées par leurs fournisseurs et les ont fait leurs à un moment donné. Et j'ai été surpris de constater dans le monde de l'imprimerie en général que c'était beaucoup le cas, sauf chez certains, et qui était très souvent révélateur d'un grand succès. On inverse la charge de la contrainte. L'imprimeur prend les contraintes à sa charge et dit au client: tu m'expliques ce dont tu as besoin. Et je vais pas t'expliquer comment tu vas t'en passer, mais je vais plutôt t'expliquer comment moi je vais faire pour que toi tu sois satisfait.
on a essayé d'ériger ce système en principe au sein de Smilepack et on s'aperçoit que ça porte ses fruits. On s'aperçoit que les clients apprécient qu'on leur dise il n'y a pas de minimum de quantité, il n'y a pas de minimum de franco, il n'y a pas. Et donc ça veut dire j'ai entendu ton désir et je me le suis approprié et j'ai transformé mon modèle de production pour arriver à répondre à ça. Et on l'a pas inventé, on a simplement regardé ce qui se passait autour et les acteurs qui avaient du succès sont souvent ceux qui ont adapté leur modèle à cette contrainte-là. Et ça c'est intéressant parce que là encore, on retrouve cette notion client-fournisseur, c'est-à-dire qu'en étant dans le même pays, même culture, même compréhension de ce que l'autre subit ou ses contraintes qu'il n'a peut-être pas exprimées, mais comme on se connaît, on les comprend, ce qui n'est pas le cas quand tu travailles avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde ou même dans d'autres pays, barrière de la langue, barrière des... Enfin, j'imagine que cette adaptation ou adaptabilité, vous choisirez le mot, un Polonais ne peut pas forcément l'avoir dans le même métier que toi parce que la proximité ne lui permet pas. Et la compréhension du marché qui est loin, qui est la France, il l'a pas prise en main. Et ça, je pense que ça, c'est un atout et une différence. Oui, indéniablement, même s'il faut reconnaître que nos confrères à l'étranger font des efforts aussi, que ils vont recruter des gens du pays pour parler la même culture, la même langue, mais tout ça, moi, je le crains pas. Moi, ça m'inspire. Je me dis, ils sont plus intelligents. Je dois être plus intelligent. Je dois m'adapter. Je dois faire plus en permanence. En fait, j'appelle ça une spirale vertueuse finalement, parce que ça bénéficie aux clients au final. Ouais. Et ça ne vient jamais grignoter nos marges, puisque on doit réfléchir peut-être à améliorer notre process, à aller chercher des coûts cachés, on a parlé tout à l'heure, etc. Donc finalement, c'est vertueux pour tout le monde. Voilà, on reste pas sur quelque chose d'établi et qui ne changera jamais. Et là, tu rejoins François dans cette notion. Et ce que tu disais en intro, François, de dire je regarde ce qui se fait pour ne pas faire la même chose et aller plus loin. C'est ce que vient de dire Frédéric. Toi, je pense que tu as un autre souci et c'est ton choix. Tu as choisi cet autre souci. Tu vas voir, c'est que tu as choisi le textile. Et ce textile, pas de bol, mais s'il y a bien un truc qui est pas cher parce qu'il vient de loin, c'est ça. Ou en tout cas, je sais pas comment on fait, mais je trouve que c'est vraiment pas cher parfois, hélas. Et toi, tu as choisi d'aller sur ce marché-là, et donc tu es face au prix. Et alors, comment tu le gères ça, et quelle solution tu vas nous donner pour qu'on y arrive à t'acheter des produits en France, en fait? Clairement, mixer Made in France et textile. Au début, on m'a dit que c'est un suicide, très clairement. Et au final, ceux qui ont investi dans mon entreprise, ce ne sont pas des Français. Ceux qui ont cru avant, ce sont les étrangers. Donc j'ai des Anglais dans le capital de ma boîte qui ont cru au projet. À partir du moment où on croit, on peut aller affronter d'autres batailles. La bataille du prix, c'en est une tous les jours. Mais à un moment, justement, le pas cher peut revenir cher. Donc nous, aujourd'hui, pour contourner ce prix, on va apporter, comme je disais tout à l'heure, de l'adaptabilité. C'est le mot que j'entends le plus souvent revenir. De la transparence, de la traçabilité. Aujourd'hui, en face de nous, on a des acheteurs qui sont plus forcément les mêmes qu'il y a 5, 10, 20 ou 30 ans. Ils ont d'autres mentalités. Ils vont aller chercher justement plus de bon sens. Ils vont essayer de faire du circuit court. Ils vont demander des produits qui répondent à des problématiques RSE. Alors, attention, la RSE, c'est pas forcément que du Made in France, hein. On peut avoir des super produits RSE en Chine. Et des très mauvais produits RSE en France, très clairement. Donc, ça revient toujours à la même chose, il faut réexpliquer. Qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous cherchez un prix? Si vous cherchez un prix, justement, on peut s'en rapprocher. Mais on est en France. Donc en France, on va être plus cher qu'en Chine, c'est sûr. Par contre, on peut avoir d'autres avantages. Si on diminue un petit peu les quantités pour donner de la qualité. Et c'est pareil, encore une fois en France, c'est pas parce qu'on fabrique en France qu'on est les meilleurs. Non. Il faut apporter de la qualité dans le service. Je le répète encore une fois, dans la traçabilité, dans l'agilité, dans le sérieux. En fait, on est français, on a un système qui est tel quel. On pourra pas le changer. Il y en a qui ont essayé de le faire, ça a été compliqué. On n'est pas là pour changer quoi que ce soit, on est là pour proposer autre chose. Les besoins sont différents, donc il faut répondre différemment aussi à ces besoins. Moi, on me dit, l'autre fois, on me dit, oui, mais ton coton, il est ramassé au Burkina Faso.
Oui, certes, mais au moins tu sais qu'il est ramassé au Burkina Faso. Il n'est pas ramassé justement dans les régions un petit peu douteuses, comme on peut trouver en Chine, dans certains pays de l'ex-URSS. Donc nous aujourd'hui, on va pouvoir garantir ça. Aujourd'hui, ils demandent tous ce type de garantie dans le textile, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Donc, on essaie de mettre du recyclé, on essaie de mettre des matières premières françaises, comme du lin, du chanvre. Dans le publicitaire, c'est pas forcément évident, parce qu'on en revient toujours au prix. Mais on essaye justement de trouver des alternatives qui permettent de satisfaire nos clients, qui puissent ensuite communiquer, avoir un atout marketing relativement puissant, une communication puissante, communiquer auprès de leur communauté. Moi, je suis d'origine bretonne. On me dit que le lin, il a poussé justement du côté de Morlaix. Bah, bien sûr que ça va faire la différence si je veux m'acheter un polo. Bien sûr. Alors oui, ça va être plus cher, mais je vais en acheter un au lieu de 2, au lieu de 3. C'est une propre bataille, hein. Ma femme en interne achète sur Temu et Shein. Donc je vous raconte pas les fights. Mais l'idée c'est, ça répond à des besoins. Il y en a qui ont besoin justement d'un prix. Ils achètent un prix, des crayons de couleur à 7 centimes pour mes enfants. C'est parfait. Mais quand je veux acheter un vêtement et j'aimerais qu'il lui dure 2, 3, 4, 5 ans, bah là, justement, je vais avoir un autre achat. Donc l'idée c'est d'acheter avec plus de bon sens, de donner le choix aux clients, aux consommateurs, parce que le choix il est dicté par un portefeuille. Si le portefeuille il est vide, il faut aller à la solution la plus vide, la plus facile, on va dire, l'import. Mais oui, l'import ça peut coûter cher, une fabrication française aussi, mais là on va apporter de l'expérience, de la connaissance, et on va surtout expliquer que derrière un produit, bah t'as 35 familles qui ont bossé dessus. Et puis ce produit, si tu l'achètes, tu vas pouvoir aussi participer au fait que en France on a un système de santé gratuit. Voilà. Ah si, on va payer 1 euro. Voilà. Donc l'idée c'est de comprendre où est-ce qu'on est, de comprendre justement que on peut acheter français parce que justement derrière il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière du français. Voilà. Moi j'ai fait mes études en France, je suis pas parti à l'étranger, mes études ne m'ont jamais rien coûté. Et quand j'entends des potes étrangers que j'ai rencontrés à droite à gauche, ils me disent « Ah, j'ai dépensé 50 000 euros, 80 000 euros dans une superbe université. » On a exactement la même situation aujourd'hui. On est tous les deux des responsables d'entreprise. On se bat parce que c'est pas forcément évident d'avoir une entreprise en France ou même en Italie ou même en Angleterre, parce qu'on parle beaucoup de la France pour du Made in France, mais c'est un petit peu partout pareil aussi en Europe. Et ce qui est intéressant avec ce que tu dis, et merci pour tous ces exemples, parce que et je vais revenir à toi Audrey, parce que j'ai l'impression que finalement vous ne faites plus que votre métier, vous êtes aussi en train d'éduquer et de transmettre obligatoirement à vos clients. Tu as sûrement des exemples comme ça de dire que finalement les conversations avec les clients sont basées avant tout sur de l'explication et de la preuve. Je pense que c'est ça votre métier maintenant presque. Qu'est-ce que tu en penses? C'est exactement ça. Bah déjà parce qu'aujourd'hui les entreprises elles veulent savoir, voilà. On est dans une société où aujourd'hui on veut tout savoir, on clique avec le QR code, il faut qu'on ait des informations sur tout, d'où ça vient, la traçabilité. Donc nous encore plus, on explique que voilà, les matières premières on les achète à tel endroit, que quand on a de la sous-traitance, je sais pas, de gainage de textile parce qu'on fait des sièges comme ça, et ben on trouve des petits faiseurs dans la région de Eure-et-Loir, que le bois massif on va le chercher dans les Landes, voilà. Et ça effectivement, ça a un côté rassurant. Comme tu disais, c'est un côté aussi, on fait travailler la France, voilà, c'est tout ce qui en découle derrière, la production, voilà, la production et toute l'économie qui gravite autour. Et puis, en parallèle de ça, il faut les éduquer et encore plus pour que eux puissent répondre, puisqu'aujourd'hui, on va tous être régis par les normes RSE avec des gros cahiers des charges et voilà. Ouais. Et ça c'est parce que tu as aussi un métier où tu es en rendez-vous avec les personnes parce qu'elles construisent leur espace, etc. Il y a beaucoup de relations visuelles, alors que ce soit en visio ou en rendez-vous physique. Peut-être que chez Exaprint c'est un peu différent parce que vous êtes quand même très web. C'est vrai. Et comment vous arrivez vous justement à faire ce partage qui vous valorise et qui valorise ce qu'on est en train de dire? Non, c'est un très bon point. Moi, je pense qu'effectivement, il y a le côté de l'explication, mais il y a aussi le fait de le vivre avec nos clients. Enfin, nous, on a souvent des conversations avec des clients qui peuvent rencontrer des problèmes. Ils vont appeler notre service qualité. Le service qualité, il va répondre au client, attendez, je vais voir à l'usine. C'est-à-dire que on n'a pas ce côté un peu, attendez, je vais demander à mon fournisseur au bout du monde ce qui se passe. Non, je vais voir moi à l'usine et je vais vous répondre sur une question technique. Donc on en revient à cette question à la fois de proximité et de compétence de nos agents qui sont capables d'amener une valeur ajoutée supérieure à, attendez, je vais envoyer un email à mon fournisseur dans un pays du bout du monde qui vous répondra demain.
Donc ça, c'est aussi le fait, comme vous l'avez dit, de l'expliquer, mais aussi d'apporter cette valeur par rapport au client, que le Made in France, c'est toute une chaîne de valeur au-delà de l'objet physique qu'on imprime, du début de la relation commerciale jusqu'au suivi après la production, de ce qui peut être au niveau de la qualité ou de problèmes jusqu'à la facturation. Être capable d'assurer un service complet et d'amener cette proximité, je pense que ça fait la différence, même pour quelqu'un qui travaille sur Internet. C'est intéressant et ça rejoint. Tu me parlais tout à l'heure, Frédéric, d'un élément, et ce que tu dis là, c'est cette relation. Tu me parlais d'un petit animal assez joli, mignon, mais pour prendre l'exemple de ce que devient en fait la possibilité de relocaliser et de je pensais pas que je buterais sur celui-ci. De réindustrialiser. Tu me disais que c'était un couple, que c'était même plus presque une famille, un groupe qui devait prendre ça en main finalement. Oui, je suis convaincu que tout seul, on ne fera pas changer les choses et qu'en réalité, c'est une chaîne de valeur et que chacun doit faire sa part. Donc, on est toujours dans l'image du colibri où effectivement, si je suis tout seul, je peux faire tous les efforts que je veux. Il y a un moment, ça portera pas ses fruits. En revanche, si le client a le désir, si nous fournisseurs avons la capacité, la volonté, si nos fournisseurs sont dans la même dynamique, on crée une chaîne où tout le monde se donne la main quelque part. Et là, d'un coup, les choses se réalisent et elles ont l'air naturelles. Donc il y a pas de friction, c'est fait de manière naturelle. Donc c'est vraiment l'image qui me vient Ce fameux absolument, ouais. Colibri. Et ce que j'en tire là, et on pourra boucler cet échange sur ça, c'est que en fait, on a besoin du client, alors bien sûr pour qu'il achète, mais c'est pas cette notion de besoin, c'est qu'on a besoin que le client soit là pour que vous puissiez réaliser tout ce que vous avez vous mis en place, soit de tenir à être en France, soit de créer. Toi, tu passes par des distributeurs, c'est peut-être même un poil plus compliqué parce que tu as ton distributeur qui parle à un client final. Donc, toi, tu as deux clients finalement qui doivent t'accompagner. Et tu le ressens aujourd'hui, tu ressens cet accompagnement? On essaie de tout donner, d'expliquer, donner les billes justement à nos clients pour qu'ils puissent être bons auprès de leurs clients. Très clairement. Aujourd'hui, sur du Made in France, sur du textile, c'est un petit peu la jungle. Il y a un petit peu voilà, des choses un petit peu opaques. Nous, l'idée, c'est vraiment de leur expliquer voilà, quels sont les labels, pour éviter de les exposer, nos clients. Parce que si on donne une mauvaise formation à nos clients, qui ensuite sont en front avec les annonceurs, et que l'annonceur justement a une origine douteuse via la traçabilité, ou via une origine de produit, là, c'est compliqué. Là, c'est un bad buzz. Et là, justement, nos clients perdent leurs clients. Et nous, ça veut dire justement que, indirectement, on va être impacté. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de montrer patte blanche. Parce que c'est ça aussi le Made in France. On n'a pas les mêmes forces que les Asiatiques. On doit fonctionner ensemble. Et pour pouvoir fonctionner ensemble, on doit se mettre à nu. Si on se met à nu, on n'a pas peur nous, on n'a peur de rien en étant français, en montrant justement notre sourcing. Absolument de rien. On doit transformer cette faiblesse de se mettre à nu en force. Parce qu'aujourd'hui, justement, faut répondre aux questions de nos clients. Faut répondre aux questions des annonceurs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah oui, moi j'aimerais justement un textile dont le coton n'a pas été ramassé justement chez les Ouïghours. Ok, on te le garantit. On a un système de blockchain, de traçabilité justement sur nos tissus qui permettent justement de tout retracer. Et aujourd'hui, le Made in France, c'est pas que du marketing. Oui, c'est un plus, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est de l'emploi. Moi, j'ai créé en 4 ans 35 emplois. Je peux vous dire franchement que le soir, quand je regarde un petit peu, je suis content, je suis fier. Puis j'en veux plus encore. J'en veux plus, mais je peux pas le faire tout seul. On doit le faire justement en équipe, avec des fournisseurs, avec des clients, et aussi avec des maîtres d'école. Ces maîtres d'école, justement, je les appelle nos ambassadeurs. Nous, c'est nos clients qui vont pouvoir justement expliquer qu'est-ce que ce label, pourquoi choisir ce label, pourquoi faire travailler justement des ESAT, des entreprises adaptées, des chantiers, des ateliers d'insertion. En fait, il faut tout expliquer. Et c'est cet ensemble justement de forces qui va répondre aux problématiques RSE des entreprises qui sont de plus en plus importantes. Donc aujourd'hui, on doit faire attention parce que c'est très important. On a eu le Covid. Le Covid, justement, ça a été
une étape cruciale pour la fabrication française. Parce qu'on s'est dit, ah bah tiens, on n'a plus de masques. On s'est fait piquer justement sur le tarmac de Roissy par les Américains. Oh, on est en France. On est en France, donc on doit avoir une souveraineté dans beaucoup de domaines. Dans le textile également. Pourquoi on compterait justement sur des entreprises ou des usines indiennes, chinoises, sur des choses qu'on peut éventuellement, pas forcément à l'identique, mais faire en France, avec des filatures qui se trouvent dans les Vosges. Moi, par exemple, en achetant du tissu dans les Vosges, en le fabriquant chez moi à Belfort et en le livrant sur Paris, j'ai moins de 1000 kilomètres entre le moment où on va faire le tissu, le fil, et on va livrer le client. Et ça c'est intéressant et ça rejoint ce que tu disais Audrey sur cette proximité. En fait, le maître mot que l'on a là, on a vu qu'on avait le client qui est finalement partie prenante de notre fameux Colibri, système Colibri, mais aussi vous dans votre façon de fonctionner, c'est la proximité que vous avez réussi à développer pour justement répondre. Et en réactivité, c'est toi qui disais que si le client a perdu des éléments, et tu le disais aussi notamment sur la fabrication de meubles, il y a tellement de pièces, là si on est que sur du print, sans que ce soit négatif, mais il y a un élément support, quand toi tu en as une cinquantaine sur un meuble, j'imagine, entre le bois et les vis. Et donc, de dire que c'est cette proximité qui fait aussi la force que ne peut reproduire aucun autre concurrent, si bon soit-il, issu de l'étranger. Donc, je vais conclure si vous êtes OK, sauf si vous avez un élément complémentaire, mais sur cette notion de dire, finalement, c'est nous 5 qui en avons parlé, mais l'ensemble des acteurs qui sont ici contribuent à répondre à cette question de réindustrialisation et de relocalisation. C'est-à-dire que c'est un travail commun qui n'est pas encore 100% mis en place, et votre nouveau job à vous, c'est d'expliquer et de former parce que on l'a pas encore dans les écoles, on l'a pas encore dans les filières. Ça vous convient comme conclusion de votre métier et puis de vos actions au quotidien? Oui? Écoutez, je vous remercie grandement. Merci. C'était top. J'ai encore appris des choses, le Colibri. Merci. J'aurai le droit de le réutiliser, c'est gratuit? Il n'y a pas de brevet dessus. Très bien, je le prends. Ça marche. Merci. Merci beaucoup à Merci. vous. Et avez-vous des questions? Je pense qu'on a fait un grand tour, donc ça va être difficile de trouver des questions parmi tout ce qu'on a dit. Encore merci. Non? Elle a eu peur. Non, pas moi. Et un grand merci et merci à vous pour votre écoute. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. J'espère que cet épisode vous aura inspiré parce qu'il a été fait pour vous partager des idées et des réflexions qui vont vous permettre d'agir. Alors un grand merci pour votre écoute et je fais comme tout le monde parce que j'ai envie de partager avec le plus grand nombre. Abonnez-vous pour ne rien manquer, partagez avec des personnes que vous estimez et si l'envie de me booster est là, mettez des étoiles comme celles que j'ai dans les yeux à chaque fois que je les vois. Mais surtout, et une fois encore, merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.